On peut aussi s'arrêter de vivre, de respirer, d'avoir des voitures, on peut retourner à la carriole à chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation, alors que, évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès. C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Quand je vous écoute et que vous nous dites ok, c'est jouable, mais enfin c'est jouable au prix de la suppression de beaucoup de choses qui occupent notre quotidien, ça ressemble moins à vivre mieux qu'à du sang et des larmes quand même, en tout cas à court terme. Alors ça ressemble à vivre différemment. Et c'est évident qu'à court terme, il va y avoir des efforts significatifs. Et même plus tard, en fait, il va y avoir des efforts significatifs à faire. Et la seule question, je le répète, c'est est-ce qu'on les subit totalement ou largement? Et là, pour le moment, c'est plutôt la direction qu'on prend parce qu'on n'anticipe pas. Ou bien on s'organise de telle sorte qu'on puisse s'en passer plus facilement. Et à ce moment, il ne faut pas se faire d'illusions sur la façon dont on s'organise. Vous dites on n'anticipe pas, mais enfin, je reprends le discours d'Elisabeth Borne hier, ça donne le sentiment en tout cas qu'elle anticipe. Non, quand je dis on n'anticipe pas, c'est qu'on n'a pas anticipé. Il y a une partie des choses aujourd'hui... On anticipe trop tard. Il y a une partie des... anticiper trop tard, c'est pas anticiper, ouais, en général. Il y a une partie des choses qu'on commence à faire aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on aurait dû commencer à s'y mettre. Donc en fait, on a fait un refus d'obstacle. Là, c'est très avec clair. La question de la dépendance, la dernière fois que je vous ai reçu, j'avais été très frappée par le fait que vous retrouviez dans des archives le fait qu'il y a déjà 10 ans, vous alertiez sur notre manière de nous mettre dans les mains des Russes. On était bien loin de la guerre en Ukraine, mais déjà vous disiez attention, nous sommes extrêmement dépendants. Le sommes-nous toujours? Quand on entend le gouvernement qui dit ça y est, c'est bon, nos cuves de gaz sont pleines, nos réserves de gaz sont pleines. Est-ce qu'on peut se dire c'est bon, on est sauvés? C'est probablement un peu plus compliqué que ça. Avant la guerre en Ukraine, les Russes fournissaient environ 40% du gaz européen. La question, c'est si on se passe du gaz russe, où est-ce qu'on trouve le gaz ailleurs? Or, trouver le gaz ailleurs, ça veut dire qu'on le fait venir par bateau de forme liquéfiée plutôt que par tuyau. On appelle le fameux GNL. Le fameux GNL, plutôt que par tuyau. Or, de passer de l'un à l'autre, c'est très long, parce que les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Et par ailleurs, il faut trouver des États qui veulent bien exporter, des États producteurs qui veulent bien exporter du gaz en quantité suffisante, indépendamment du prix, en quantité. Il se trouve qu'au Shift Project, nous allons présenter dans pas longtemps un travail très détaillé que nous avons fait sur la base de l'ensemble de la connaissance de l'ensemble des gisements gaziers dans le monde, et qui montre que la production de gaz dans le monde devrait passer par un pic en 2030. Pour des raisons géologiques, pas pour des raisons climatiques, pour des raisons géologiques. Donc de toute façon, se retourner vers d'autres pays, ça va durer un temps. Ça ne sera qu'un pis-aller. Ça sera un pis-aller. Ça ne pourra pas être éternel. Indépendamment du fait que de toute façon, si on veut être neutre en 2050, il n'y aura plus de gaz du tout à cette échelle, plus de gaz fossile du tout à cet horizon de temps. C'est-à-dire que soit il n'y en aura plus parce qu'il n'y en aura plus, soit il n'y en aura plus parce qu'on s'interdira de l'utiliser. Alors le plus probable, c'est qu'il y en aura toujours un peu, mais moins qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Avec cette question évidemment qui est notamment dans notre quotidien, la question de la voiture et de la mobilité qui reste un des grands enjeux. Je voudrais que vous écoutiez ce que Marine Le Pen disait hier. Je l'interrogeais sur la question du 110 km/h auquel elle est opposée. Voilà sa réponse. On peut aussi s'arrêter de vivre, de respirer, d'avoir des voitures, on peut retourner à la carriole à chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation, alors que, évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès. C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Comment on trouve le juste équilibre? Comment on trouve le juste équilibre entre cette moquerie, cette ironie sur le fait qu'en gros, si on écoute les écolos, on arrête tout, et puis en même temps, l'importance d'innover, de croire au progrès? Je vais commencer par une remarque sur la confusion des rôles qui est très fréquente dans le discours des politiques entre l'écologie en tant que discipline, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des constats sur l'état de l'environnement, et l'écologie en tant que mouvement politique. Vous êtes dans la première catégorie? Beaucoup de gens sont dans la première catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien voir de quoi on parle. Quand on dit les écolos, en général, on parle plutôt soit des politiques, soit des militants. Oui, mais on parle souvent des militants qui invoquent les scientifiques. Et quand les militants invoquent les scientifiques, des fois ils les invoquent bien, des fois ils les invoquent mal. D'accord? Donc il faut essayer de revenir au fait. Alors, Madame Le Pen n'échappera pas plus que les autres au fait que les combustibles fossiles sont épuisables. Donc, même si on ne veut pas, je le redis, de toute façon, il va falloir faire avec moins de combustibles fossiles.
En ce qui concerne le 110 sur autoroute, il y a plein de pays étrangers qui sont déjà à des limitations de vitesse de cet ordre. J'ai pas l'impression que les gens s'y suicident. J'ai pas l'impression qu'ils soient extrêmement malheureux. Donc je ne pense pas que ce soit majeur. Vous comprenez que le gouvernement, Elisabeth Borne était invitée à répondre à cette question lundi soir sur BFM TV. Elle refuse de passer du 130 au 110 km/h, sans doute aussi par crainte d'une forme de colère, comme il y avait eu quand on est passé du 90 au 80 km/h. Et vous vous dites, cette colère n'aurait pas lieu pourtant. Alors je pense que ça tout dépend de la pédagogie du problème. Je pense que les gens ne sont pas complètement idiots. Et si on leur dit de toute façon il va falloir faire avec moins de pétrole, est-ce que vous préférez qu'il y en ait un peu pour tout le monde et on roule à 110, ou que tout le monde, ceux qui peuvent, qui ont les moyens, roulent à 130 et les autres ils roulent pas du tout? Qu'est-ce que vous préférez? Ça devient un problème, ça devient un problème social, d'inégalité des ressources, d'inégalité des richesses. Évidemment que ça devient un problème social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceux qui peuvent consomment 20% de carburant de plus quand ils roulent, ça en laisse moins pour les autres si la quantité donnée, si la quantité totale est finie. Donc l'intérêt, ce serait de passer, si je vous écoute bien, au 110 km/h. Évidemment. Pour tous. Oui, absolument. Et en plus, ce serait moins cher, évidemment, quand on fait le plein. On ferait des pleins, disons, et par ailleurs, de manière plus épisodique. Il y a quelque chose qui est avéré, c'est que plus vous freinez la voiture, plus vous favorisez le report sur les modes alternatifs. C'est-à-dire que ça devient d'autant plus intéressant, où les gens sont d'autant plus motivés à prendre le train, que vous leur dites sur autoroute, ça sera 110 au lieu de 130. Mais le train est très cher. C'est-à-dire que pour le coup, si ça devient une question d'économie, le train en France est cher. Alors ça dépend comment vous comptez. C'est toujours pareil. Si vous comptez juste le coût marginal de la voiture, c'est-à-dire juste le plein d'essence et le péage quand vous prenez l'autoroute, oui, le train est plus cher. Si vous comptez l'amortissement de la voiture, c'est-à-dire le fait que vous devez l'acheter, que vous devez l'assurer, etc., et que vous faites une comparaison entre voiture et pas voiture, à ce moment, c'est pas si évident que ça. Vous avez peut-être vu que la région Occitanie va mettre en place tous les déplacements à 1 euro le premier week-end par mois. C'est quand même quelques milliers d'euros par an. Oui, vous nous rappelez, vous rappelez, j'ai bien compris que vous prenez toute la chaîne, c'est-à-dire non seulement l'achat du véhicule, le plein, l'assurance, les réparations, le fait d'aller régulièrement chez le garagiste, le contrôle technique. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures qui sont dimensionnées pour le départ en vacances et qui toute l'année servent entre la moitié de leur capacité et on est tout seul dedans. Mais est-ce que vous invitez les responsables qui disent il faut privilégier le train à baisser le prix? Je le rappelle, donc depuis hier, en Occitanie, le premier week-end par mois, tous les déplacements, c'est-à-dire vraiment les transports en commun, le train, tout est à 1 euro. C'est une question. Il y a deux manières si on veut avantager économiquement le train par rapport à la voiture. La première manière, c'est de monter le prix de la voiture. La deuxième manière, c'est de baisser le prix du train. Et comme il n'y a pas de repas gratuit, si on baisse le prix du train, il faudra bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, est-ce que ça doit venir de nos impôts? Mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire les comptes, il faut voir ce que ça coûte et il faut regarder la solution qu'on préfère.